Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le point sur quelques actions que vous m'avez demandé d'analyser. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'investir et en l'occurrence ma façon d'analyser les actions. Allez c'est parti, on attaque avec Téléperformance. C'est une action qu'on m'a beaucoup demandé d'analyser, Je pense qu'il y en a qui se sont positionnés sur la chute entre les 396 et les 114. Pas d'inquiétude, moi aussi je me suis positionné. J'ai un PRU à l'heure actuelle qui est aux alentours des 123, juste là. Hop. Alors, Téléperformance, ça a fait beaucoup de bruit, notamment parce que l'entreprise, elle s'est pas positionnée par rapport à l'IA, sachant que c'est un secteur dans lequel l'IA va fortement se développer. Donc c'est du service aux entreprises, notamment. Ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui, c'est est-ce que, à l'heure actuelle, Téléperformance est sous-évaluée ? Et est-ce qu'il y a des perspectives de croissance pour l'entreprise ? Donc est-ce qu'elle va pouvoir revenir de cette grosse chute ? On parlera aussi rapidement de CGG, parce que pour moi, contrairement à Téléperformance, CGG, c'est de la spéculation. Donc l'entreprise CGG, il y en a qui sont peut-être investis dessus, elle a énormément baissé aussi. Mais pour moi, CGG, c'est de la spéculation. Et donc ceux qui investissent sans regarder les fondamentaux, c'est un peu comme jouer au casino, pour CGG notamment. Pour moi, pour Téléperformance, on est sur une autre configuration, je vais vous en parler. Donc pour CGG, la valorisation effectivement elle est ridicule. Mais tant que la boîte elle n'arrivera pas à générer du cash et à retrouver un état d'endettement sain, et ben ça peut continuer de descendre à la cave. Je vous parle de CGG parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Mais pour moi, j'investis pas sur CGG. C'est comme si on jouait au casino. Il va falloir attendre un vrai retournement avec des fondamentaux solides, des choses concrètes. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Idem pour Nexity. On en a déjà parlé. Mais tant qu'il n'y aura pas un réel retournement des taux d'intérêt et une génération de cash pour l'entreprise, ça peut être compliqué. On m'a aussi demandé dans les commentaires si Nexity pouvait faire faillite, c'est une possibilité, sachant que pour l'instant les indicateurs ne le montrent pas. On est en période de crise, comme on l'a vécu en 2008, Nexity avait énormément chuté, mais c'est pas pour ça qu'elle a fait faillite. Mais attention quand même avec Nexity, si on a encore une baisse des taux, ça pourrait descendre encore beaucoup. On revient sur Téléperformance. Alors, vous voyez qu'actuellement, on est dans ce petit range, on joue autour de la moyenne mobile 20 périodes en violet ici, on est passé quand même au-dessus, à voir si on la rebreak à la baisse, mais donc on a notre range entre 122 et 114, sachant qu'on suit la ligne bleue là, oblique, donc notre canal descendant. Pour moi, pour Téléperformance, on est sur des supports qui sont intéressants. Et l'entreprise n'a pas dit qu'elle n'utiliserait pas finalement l'intelligence artificielle dans son domaine. Ce qui a été mal vu, c'est qu'elle n'a pas fait d'annonce vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'investissements concernant l'intelligence artificielle, etc. Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est une entreprise qui est en bonne santé. Quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, juste ici, là, on voit qu'on est en croissance, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de marge, avec une marge qui n'est pas énorme, mais qui est très correcte vis-à-vis du secteur d'activité. On a un PER juste là, qui est aux alentours des 10. On va aller voir ça plus en détail, comme ça je peux vous montrer l'historique du PER. Donc hop, sur Zone Bourse, on va dans Finance, et là on a beaucoup d'infos qui sont très intéressantes. Enfin, c'est de l'analyse fondamentale, donc Zone Bourse, ça mâche un peu le travail. Et là, vous pouvez voir qu'en termes de PER, on passe de PER assez important, très honnêtement, du 30, du 50, du 40. Actuellement, on est sur un PER de 10 fois les bénéfices. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez une action, vous payez 10 fois les bénéfices. Pour moi,
pour ce secteur-là, on est clairement sous-évalué. En termes de PER, en tout cas. En termes de rendement, en termes de dividendes, à l'heure actuelle, on est sur du 3,3%. Pour cette action-là, c'est élevé, hein, c'est parce que le prix de l'action est bas. Et si on regarde l'historique des dividendes, on voit qu'on est en croissance. Un dividende qui est versé sans interruption et en croissance, pour moi, c'est une très bonne chose. Ensuite, donc on l'a dit, chiffre d'affaires en croissance, marge en croissance, tout va bien. On va aller regarder l'endettement. On a un endettement qui est maîtrisé. Là, effectivement, le leverage, il est à 0,3. Pour moi, en dessous de 2, on a un leverage qui est maîtrisé. Là, il est en diminution, donc on a une dette qui est maîtrisée pour moi, avec un cash flow, une trésorerie qui diminue légèrement pour 2023 selon les prévisions, mais qui sinon est en croissance. Donc, on a une situation qui est correcte pour Téléperformance. Pour ma part, je suis positionné. Si ça venait à descendre, je continuerai de recharger. Ça va aussi dépendre de la conjoncture économique. Et je voulais aussi vous parler de quelques news, j'allais oublier. Effectivement, on a BlackRock qui atteint plus de 5% du capital de Téléperformance. BlackRock, vous connaissez, c'est une structure qui est énorme. C'est voire la plus grosse au monde, hein. C'est-à-dire que BlackRock, si vous voulez, en termes d'influence dans le monde, ils ont une influence qui est énorme. Pour moi, le fait que BlackRock augmente sa part du capital de Téléperformance, pour moi, c'est une très bonne chose. Okay, surtout à ces niveaux-là, si les institutionnels continuent de recharger sur Téléperformance, pour moi, c'est une chose qui est intéressante. Ça veut dire que BlackRock croit finalement au potentiel de Téléperformance. Je vais quand même vous donner, je vais quand même nuancer tout ça, hein, avec la Deutsche Bank qui redoute que l'intelligence artificielle finalement pénalise, concurrence la croissance de Téléperformance à moyen terme. Ce qui n'est pas grave, hein. Nous le moyen terme, moi personnellement le moyen terme, c'est pas ce qui va le plus m'intéresser. Moi je vais être sur du long terme. Donc voilà pour Téléperformance. On va ensuite passer à Capgemini. Capgemini. On voit qu'on travaille à l'horizontale en ce moment sur un léger canal descendant, hein. On voit qu'on n'arrive pas à break ce canal qui est en bleu juste là par le haut. Donc, tant qu'on reste sur cette tendance, on va continuer de baisser. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à la cave comme pour CGG, mais on est sur un canal qui est légèrement baissier. Attention, on voit aussi qu'on commence un petit canal haussier là. Ici, il va falloir une résolution. Une résolution qui sera soit par le haut, soit par le bas. Alors, Capgemini, pour moi, je suis aussi positionné dessus. J'ai pas en tête mon PRU, je suis désolé. Je veux pas vous dire de bêtises. J'ai dû le dire dans une autre vidéo. De tête, j'ai plus mon PRU sur Capgemini. Capgemini, j'ai une dizaine d'actions. Je vous dirai mon PRU plus tard. En termes de résultats, en termes de chiffre d'affaires, on est en croissance, que ce soit en termes de marge ou de chiffre d'affaires. On a une marge qui est correcte par rapport au secteur, mais moyenne effectivement par rapport à d'autres secteurs, mais pas d'inquiétude, c'est normal, hein. On n'est pas sur du Louis Vuitton qui va faire du 20-30% de marge. C'est tout à fait logique pour Capgemini. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas l'entreprise, hein, hop, vous avez toutes les infos ici. Donc Capgemini, ça va être de la tech. Si on regarde sur du très long terme, hop, bon, comme d'habitude, bulle internet des années 2000, hop, à la cave. Donc là, effectivement, ça fait très mal pour ceux qui ont investi à l'ATH. Donc ici, à 276, hein, on n'a jamais revu ça en 25 ans, quasi. Hein. Donc voilà.
Après, on voit que Capgemini s'est quand même bien réveillé, hein. Et il me semble que c'est une des actions qui est plébiscitée par Charles Gave d'ailleurs, au même titre que des actions comme Schneider Electric et Air Liquide, etc. Donc ça surperforme évidemment, hein, si on prend depuis, je sais pas, depuis 2004, ça surperforme évidemment le CAC 40 et le S&P 500. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur Capgemini? Capgemini en termes de dividendes, on est sur une croissance, hein, il y a une certaine stabilité entre 2007 et 2019, mais on voit qu'on est quand même sur une tendance qui est croissante. On va aller regarder un petit peu la dette, les finances, comme d'habitude, etc. Bon, on peut évidemment parler du PER, hein. On voit qu'en ce moment, on est sur un PER de 17. 17 fois les bénéfices. C'est un PER qu'on n'a pas connu depuis plus de 5 ans. On a un rendement qui est faible, mais comme je vous le dis d'habitude, moi, c'est pas ce qui va m'intéresser. Pour Capgemini, on est sur un PER, sur un rendement qui est tout à fait intéressant et en croissance. Donc, pas de souci pour moi à long terme. On a déjà parlé de tout ça, donc on va directement aller voir la trésorerie. Alors, la trésorerie, actuellement, on voit qu'on a un leverage qui est maîtrisé. Toujours quand on est en dessous de 2, pour moi, c'est maîtrisé, hein. Et même si on atteint les 2, comme on a pu l'atteindre en 2020, c'est pas forcément grave. Ça veut dire qu'il y a de l'investissement, il n'y a pas de souci. En revanche, on voit qu'on a une trésorerie qui est en diminution, mais pas d'inquiétude, hein. Si vous regardez avant, la trésorerie, elle a déjà eu des moments de plus bas. Donc, c'est quand même une trésorerie qui est bien gérée. On voit qu'elle a beaucoup augmenté en 2020. Il y a des investissements. Donc, effectivement, la trésorerie diminue, mais on voit aussi que le leverage diminue. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise, elle utilise aussi sa trésorerie pour investir. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà pour Capgemini. Vous voulez peut-être qu'on refasse un petit point graphique. Alors, pour Capgemini, moi, si je devais recharger, j'attendrais qu'on vienne chercher, et qu'on vienne résoudre ces figures-là. Il y a plusieurs possibilités. Soit on casse par le bas et on va aller chercher les 160, voire très certainement, hein, on va continuer d'aller vers les 150, hein, et rester dans notre grand range. Vous voyez qu'on a deux ranges. On a un range à plus long terme finalement, entre 180 et 152. Pour moi, si on devait retourner autour des 152, voire 140, 130, on serait sur des zones toujours très intéressantes. Et là, je continuerai de recharger. Pour moi, c'est un secteur qui est porteur. Donc, aucun souci pour Capgemini. Vous m'aviez aussi demandé d'analyser Michelin. Alors, Michelin, pareil, on travaille à l'horizontale. C'est un peu moins beau. C'est un peu moins beau que Capgemini. Sachant que depuis octobre 2022, on remonte quand même un petit peu la pente. La croissance de Michelin, elle est très correcte aussi, hein, depuis les années 90. On voit qu'on est quand même sur une croissance qui est assez régulière. Bon, alors forcément, pendant les crises, comme beaucoup d'actions, ça baisse, hein, vous voyez la crise de 2008 ici. Mais là, on a quand même réussi à redépasser un ATH. Donc en termes de croissance pour Michelin, on est pas mal. Ensuite, si on regarde notre PER, on est sur un PER de 10, ce qui, pour moi, pour le secteur d'activité, est très correct. Ce qui va peut-être poser problème, c'est les enjeux liés à l'environnement. Donc, c'est des choses qui sont à surveiller, surtout pour le secteur. Ensuite, Michelin, c'est une entreprise qui va chercher à se diversifier, justement pour des enjeux liés à l'environnement, et qui va chercher à se diversifier au-delà du pneumatique, parce que à très long terme, c'est peut-être un secteur qui va peiner, et notamment lié à l'aspect durable. Donc ils essayent d'investir dans la technologie pour faire des pneumatiques qui soient beaucoup plus durables et qui impactent moins l'environnement. Surtout, le gros problème pour les pneumatiques, c'est quand on les jette, hein, finalement.
Donc voilà, c'est une entreprise qui va investir là-dedans, qui est leader dans ce secteur d'activité et qui cherche à se diversifier pour devenir une entreprise un petit peu plus durable finalement. En termes de chiffre d'affaires, on va directement aller dans les finances, comme ça vous aurez des graphiques un peu plus gros, donc ce qui est assez intéressant pour nous. On voit qu'on a un chiffre d'affaires qui est en croissance et en revanche une marge qui est plutôt stable. Donc Michelin n'arrive pas à augmenter ses marges. Et par rapport à sa concurrence, Michelin, on voit qu'on est sur en moyenne, si on fait marge nette, marge d'exploitation, on est sur du 10%, alors que un concurrent comme Bridgestone, il va être plutôt sur du 12%. Donc, par rapport au secteur d'activité, on a une marge qui est moyenne, donc c'est un point d'attention à avoir. En termes de dividendes, on est sur un rendement de 5%, très correct. On voit que on est sur un rendement qui est un peu régulier, qui a baissé effectivement en 2020. Mais c'est un rendement qui est plutôt un gros rendement finalement, mais qui n'est pas forcément toujours très stable. On voit que ça a beaucoup diminué en 2019-2020 et que ça a réaugmenté pour 2021-2022. Donc pour moi, on n'est pas sur le top du top en termes de fondamentaux, notamment liés aux dividendes. Si vous recherchez du dividende, attention à Michelin, c'est pas toujours stable et en période de crise, ça peut diminuer. On va aller regarder, la situation bilancielle. Et on voit, on a souvent les mêmes configurations quand même. On voit qu'on a un leverage qui est en diminution. C'est aussi lié à l'augmentation des taux d'intérêt. Les entreprises, elles s'endettent moins, elles ont moins de capacité d'endettement aussi. Donc forcément, mécaniquement, finalement, on a un leverage qui diminue et on voit même qu'il est anticipé en forte diminution. En termes de trésorerie, on a une trésorerie qui est assez stable et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une entreprise qui gère bien sa trésorerie. On va retourner sur le graphique. Alors moi personnellement, je suis pas positionné sur Michelin. À long terme, c'est une action qui a du potentiel de croissance, mais il va falloir faire attention à l'aspect durable. C'est peut-être ce qui pourra coincer pour l'entreprise. Et aussi le fait que Michelin ait du mal à augmenter ses marges finalement. Donc c'est des points à surveiller. Très certainement peut-être à comparer avec la concurrence, notamment Bridgestone. Je voulais vous montrer une dernière chose sur Michelin, c'est le ROE. Alors, pour Michelin, on est sur une entreprise qui est rentable, mais on n'est pas non plus sur une grosse rentabilité. Je voulais vous parler de ça parce que je vous en parle pas forcément souvent, mais je voulais vous parler du ROE, c'est le Return on Equity. Là, on a un ROE de 12%, sachant que pour moi, au-dessus de 10, on considère qu'on est rentable. Pour rappel, une entreprise qui affiche un ROE de 10%, ça signifie que pour chaque euro investi dans l'entreprise, elle va être en mesure de générer 10 centimes par euro investi, 10 centimes de profit par euro investi avec un ROE de 10%. Là, on est sur un ROE de 12%, donc c'est correct. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des actions que vous voulez que j'analyse en particulier. Je fais beaucoup d'actions PEA, mais ça peut très bien être des actions US ou des actions chinoises, etc. Je vous invite à vous abonner, à commenter et à liker. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi, je vous dis à dimanche pour notre prochain point bourse.